Bienvenue à toutes et à tous au comptoir. L'émission où nous vous invitons à découvrir l'histoire et les spécificités des boissons qui ont tant marqué notre culture et notre histoire. Aujourd'hui dans notre premier épisode, nous allons parler de la bière. Alors installez-vous confortablement dans votre canapé, prenez vos pop-corns et entrons ensemble dans le monde merveilleux de la bière. La bière est une boisson qui a accompagné l'humanité depuis des millénaires. Présente dans de nombreuses cultures à travers le monde, la bière a su évoluer au fil du temps pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. En France, la bière a une histoire riche et variée, qui s'étend des premières cervoises gauloises jusqu'aux dernières bières artisanales contemporaines. Que vous soyez amateur de bière, simple ou curieux, ou désireux d'en apprendre davantage sur cette boisson emblématique, nous vous invitons à vous joindre à nous pour un voyage passionnant à travers l'histoire et les saveurs de la bière. Mais au fait, comment tout ça a pu commencer ? Aujourd'hui, je vais vous conter, à peu près, comment nous avons découvert que des céréales pouvaient se transformer en alcool. L'histoire de la bière commence il y a de nombreuses années, dans la glorieuse Mésopotamie, au cœur de la colonie de Godintag. Et voici Sicaro, une humble fermière. Sachez qu'en ces temps anciens, le pain est au cœur de l'alimentation de nos chers Mésopotamiens. Et Sicaro met beaucoup de volonté à récolter les grains qui leur sont nécessaires. Cependant, Sicaro est, un peu étourdi. Et la voilà qui, après tant de dur labeur, oublie son sac de grains dehors. La récolte aurait pu survivre, si un ennemi terrible n'avait pas surgi. La pluie qui, sans aucune pitié, s'abat sur ce pauvre sac de grains. Sicaro ne s'en doute pas, mais, à l'instant, ces grains ont commencé un processus de fermentation, une base de la bière. Cependant, Sicaro a désespérément besoin de cette récolte. Alors, discrètement, en espérant que personne ne le remarque, elle lance sa fabrication de pain. Mais, surprise! Ce n'est pas le mélange habituel qui survient. Au contraire, c'est une sorte de sucre. Et c'est ainsi que Sicaro donna naissance à une boisson qui traversa les siècles, la bière. Ou en tout cas, une histoire dans ce genre, qui implique des céréales et de l'eau. Mais la réelle histoire appartient à l'histoire. D'ailleurs, saviez-vous que les pailles ont été inventées grâce à la bière ? Car, à l'époque, la bière n'était pas filtrée. Aujourd'hui, évidemment, nous ne laissons pas de sacs de céréales sous la pluie pour faire de la bière. Il faut attendre jusqu'au Moyen-Âge pour que la bière soit à peu près comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Les méthodes de production ont donc beaucoup évolué à travers le temps. Une anecdote anodine qui a su laisser une trace indélébile dans l'histoire de la bière. Au fil des siècles, la bière française a continué d'évoluer pour s'adapter aux nouvelles techniques de brassage et aux nouveaux goûts des Français. Mais ce n'est qu'au XXe siècle que la bière a réellement conquis le cœur des Français, notamment grâce à la popularité grandissante des bistrots et des brasseries. De nos jours, la bière s'est grandement installée dans notre quotidien, que ce soit dans les bars ou dans les pubs par exemple. Mais saviez-vous que dans 9 pays du monde, l'eau minérale était plus chère que la bière ? Vous trouvez ça impressionnant ? J'ai encore mieux. Et c'est Maël qui va vous en parler dans notre prochaine rubrique Blue Blue. Vous est-il déjà arrivé de boire une bière et de vous dire que vous aimeriez bien nager dedans comme si c'était un fleuve, que la bière vous pleuve dessus ? Eh bien en 1814, Londres a vu ce rêve dégénérer en cauchemar. Le 17 octobre 1814, une cuve de bière de porteur en fermentation a explosé. Ceci résulta à la destruction de plusieurs autres tonneaux de bière, ce qui entraîna une vague de près de 15 mètres de haut. En tout, près d'1 500 000 litres de bière coulaient à flot dans les rues. Contrairement à ce que disaient les journaux de l'époque, les gens ne restaient pas sagement et contentement chez eux. Ils sortaient avec leur chope et se servaient directement dans le fleuve dans les rues. Les rues étaient remplies d'ivrognes qui festoyaient comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Malheureusement, 2 maisons furent détruites et 8 personnes sont mortes à cause de la vague. Après, plusieurs personnes sont mortes à cause d'empoisonnement à l'alcool. La prochaine fois que vous rêverez que la bière vous pleuve dessus, vous repenserez à ce fameux 17 octobre 1814. Eh bien merci beaucoup Maël pour cette anecdote croustillante. Saviez-vous qu'en France, la consommation par habitant de bière était de 33 litres par an ? Mais nous sommes quand même loin derrière nos voisins européens. Il faut croire que la France sait parfois être raisonnable. Et pourtant, c'est vraiment pas le choix des bières qui manque. En passant des blondes aux brunes, par les ambrées et les IPA, il faudra un bout de temps avant de faire le tour de toutes ces variétés. Mais pourtant, un débat subsiste. Deux camps qui mènent un combat enragé depuis la nuit des temps. Bouteille en verre ou canette en métal ? Et si on en parlait autour d'un verre ? Pourquoi nos sacro-saintes bouteilles se transforment-elles en ces canettes immondes et sans âme ? Question pour le moins épineuse qui mérite une explication.
Et oui, effectivement, les canettes représentent aujourd'hui un quart du marché de la France, soit une bière sur 4, rendez-vous compte. Et c'est là où on peut se demander pourquoi. Pourquoi nos sacro-saintes bières se transforment-elles en ces pièges métalliques faisant passer n'importe quel alcool en véritable soulard? Les tarés qui la défendent aiment plaider la cause du goût, et comme quoi la canette permettrait de mieux filtrer les rayons du soleil, donnant soi-disant une meilleure conservation à la boisson. En dehors du fait que cet argument est fait pour les personnes qui ne connaissent pas le mot frigo, ils cherchent juste à faire passer les bouteilles en verre comme des objets inutiles du passé. Mais comment pourrait-on la remplacer? Elle-même qui permet de différencier les buveurs de rue des vrais buveurs accomplis. Un choix aussi amer qu'une IPA. Le choix entre l'aspect pratique, esthétique ou bien même nostalgique peut parfois s'avérer compliqué. Mais merci beaucoup Nino en tout cas de nous avoir partagé cet avis plutôt controversé. Ce qui nous amène à notre prochain sujet qui pourrait bien vous surprendre. La face cachée de la bière industrielle. En effet, derrière le glamour des publicités et des packaging attrayants se cachent parfois des réalités moins reluisantes sur les méthodes de production et les ingrédients utilisés. Restez avec nous puisque nous allons lever le voile sur certaines pratiques de l'industrie brassicole et vous donner des clés pour mieux savoir ce que vous buvez. Et pour cela, nous remercions Azimut qui a bien voulu répondre à nos questions. Entre les bières artisanales et les bières industrielles, c'est que grossièrement, derrière les bières artisanales, il y a un artisan. Si, il y a la manière de produire, il y a les ingrédients utilisés, il y a évidemment les clichés qu'on y met dessus aussi sur ces différentes bières. Qui réfléchit le produit, qui le fait. Derrière, il y a des gens, derrière, il y a une idée, derrière, il y a une volonté, il y a une signature, une patte, une envie, voilà. Mais il n'y a pas d'appellation d'origine contrôlée, il n'y a pas de label. Derrière les artisans qui bossent et pas les machines et les grosses industries qui font pas très attention à ce qu'ils font et qui préfèrent juste parler de volume et pas de qualité. Fondamentalement, il n'y a pas de différence entre les ingrédients des bières industrielles ou des bières artisanales. La bière, il y a 4 ingrédients de base. L'eau, ingrédient premier, les céréales, majoritairement de l'orge maltais. Du houblon, des levures. Après, la qualité des ingrédients, la quantité d'ingrédients, la façon de travailler les ingrédients, à quel moment on les met, comment on les met, pourquoi on les met, à quelle quantité, etc. Là, ça change. Il n'y a pas d'extrait de houblon, il n'y a pas de sirop de glucose, ça n'existe pas chez nous, contrairement aux industriels. C'est que les bières industrielles étant pasteurisées, ils peuvent rajouter du sucre une fois que la bière est finie. De base, l'alcool, c'est du sucre fermenté. Point. C'est l'été que ça consomme le plus. Après, pour avoir été du coup barman, c'est pas forcément le cas. En hiver, ça peut consommer aussi beaucoup. C'est pas... Il y a des pics de style de bière, mais il n'y a pas de... Vraiment, ça consomme plus à une période de l'année qu'une autre. Une permanente, donc on brasse toute l'année, et en canette et en fût. Et après, nos bières éphémères, en fait, on fait 3 à 4 sorties dans l'année. Prix de la bière qui va dans des salaires, parce que comme c'est artisanal, il y a plus de salariés, après il y a moins de machines. Nous, si nos bières sortent entre guillemets un peu plus chères, c'est parce qu'on fait vraiment attention aux matières premières qu'on utilise. Les parts de marché des industriels sont grappillées par des brasseries comme les nôtres. Après, sur Bordeaux, on essaie de se développer de plus en plus, de présenter de plus en plus nos bières pour essayer de montrer que Bordeaux, c'est pas qu'une terre de vin et qu'il y a des artisans qui savent faire de très bonnes bières aussi. Mais comme la bière vient plus d'un monde anglo-saxon et germanique, il n'y a pas cette niveau. Malgré tout, il y a des styles. Les brasseries respectent en général les styles parce que de toute façon, c'est l'intérêt de bien orienter le consommateur, de ne pas dire n'importe quoi sur ce que tu fais. Après, ça dépend. J'espère que la plupart des brasseries comme nous, Craft, essaient de trouver des ingrédients locaux. 95%, voire même 99% des gens consomment de l'industriel. Et de plus en plus de gens s'intéressent à ce qui se font à côté de chez eux. Merci beaucoup Amélie et nous remercions encore une fois gracieusement Azimut qui a bien voulu répondre à nos questions. Maintenant, vous connaissez à peu près tous les types de bières. Mais savez-vous au moins comment est-elle faite? Eh bien, on se l'est demandé aussi, et c'est pour ça que nous allons accueillir Lydia Servari qui va venir nous en parler. Alors, bonjour Lydia. Bonjour Pablo. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter rapidement? Je m'appelle Lydia Servari. J'ai créé la brasserie La Petite Martiale en 2015. C'est une brasserie indépendante, biologique et végane. Je suis la première brasserie intramuros biologique à m'être installée à Bordeaux. Alors, Lydia, est-ce que vous pouvez nous dire, nous expliquer comment est fait la bière? Alors, c'est un petit peu complexe. La bière, la première étape, c'est le maltage. Je vais vous montrer. Il existe plusieurs maltes.
en fonction de la torréfaction. Alors ça, c'est du malt pâle. D'accord? Voilà. Ensuite, il existe des maltes beaucoup plus foncés qui vont du caramel à la couleur chocolat. Ça, c'est la première étape. Ce malt va être concassé avec ce qu'on appelle un concasseur. On va mélanger le malt concassé avec de l'eau chaude. Et on va brasser avec ce qu'on appelle le fourquet. Une fois que j'ai mis mon eau chaude et mon malt dans ma cuve à empâter, je vais ce qu'on appelle brasser. Donc avec mon fourquet, je vais remonter le malt du dessous pour le mettre dessus. Ensuite, ce jus va être transféré dans ce qu'on appelle la cuve à houblonner. On va le faire bouillir. Les 5 premières minutes d'ébullition, on va mettre ce qu'on appelle le houblon amérisant. Alors ça, c'est du houblon. Donc on va mettre le houblon amérisant dès les premières 5 minutes d'ébullition. 5 minutes avant la fin de l'ébullition, on va mettre ce qu'on appelle le houblon aromatique. Alors, je vais faire passer mon mou chaud dans ce qu'on appelle un échangeur à plaques. Alors, ma bière qui était à 100 degrés, passant par l'échangeur à plaques, va arriver à 24 degrés dans ma cuve de fermentation. Et c'est là où on va mettre la fameuse levure. Alors moi, je mets de la levure, c'est de la levure de fermentation haute. Une fois que j'ai mis ma levure dans ma cuve à fermentation, et bien voilà, hein, il faut faire comme la nature, il faut attendre. Quand je vois que la pression est prête, je sais que on peut étiqueter et mettre en carton. Donc merci à vous d'être venus, nous avoir expliqué tout cela. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être pour un prochain épisode. Pourquoi pas. En tout cas, merci de votre intérêt que vous portez sur cette boisson qui dite fermentée, la bière. Eh bien, merci beaucoup Lydia. Au revoir Pablo. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bon, maintenant vous êtes presque des pros de la bière. Vous connaissez les aliments, les types, les goûts, donc je suppose que vous devez avoir votre petit préféré. Mais est-ce que vous saviez que votre bière préférée en dit beaucoup sur vous? Vous ne me croyez pas? Et si on en discutait autour d'un verre? Qu'on se dise, ce n'est pas simple de choisir sa bière au comptoir. On est souvent confronté à une multitude de choix. Blonde, blanche, triple, stout. Mais attention, votre bière préférée en dit très long sur vous. Déjà, si vous prenez une bière aromatisée à la tequila ou à la vodka, veuillez quitter immédiatement ce bar. Ici, on est dans la cour des grands. Si votre bière préférée c'est la blonde, vous êtes la personne la plus basique que je connaisse. Bière ambrée, vous êtes comme les blondes mais avec du goût en plus. Félicitations. En revanche, si vous préférez les blanches, c'est pas grave, vous grandirez plus tard. Par contre, si vous prenez une rouge aux fruits, vous ne grandirez jamais. Et les amateurs de Monaco, vous êtes concernés aussi. Si t'as choisi de la triple, c'est très bien, mais tu es un moine, je vois pas d'autre raison. Si tu prends de la sœur au bar, t'as pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Ah, ta préférée c'est la stout. Ha, t'es tellement accro au café qu'il faut carrément que tu le retrouves dans ta bière. Si t'as choisi de l'IPA, pas de doute. T'es un bobo hipster parisien qui aime boire sa bière le long du canal Saint-Martin. Et si tu prends carrément une New England Indian Pale Ale, tu te compliques juste trop la vie. Bon, et si tu prends une bière indus, bah, je peux juste plus grand chose pour toi. Et voilà, chers amis, nous touchons à la fin de notre premier épisode du comptoir. Après cette incroyable exploration dans le monde passionnant de la bière, nous espérons que vous avez pu en apprendre plus sur cette boisson houblonnée qui nous accompagne depuis des millénaires. Alors, la prochaine fois que vous savourerez une bière, levez votre verre et portez un toast à tous ces brasseurs qui ont su transformer une simple anecdote en un véritable art de vivre. Merci de nous avoir suivis dans ce premier épisode du comptoir. Restez à l'écoute puisque la semaine prochaine nous aborderons une autre boisson qui a su marquer la culture française. Bon allez, moi je vais boire une petite bière. Sans alcool évidemment. Putain de canette de merde. Enlever le pied, mais je peux pas le revisser. Ça va s'effondrer sur toi. Ah mais il manque une vis.
tu m'étonnes, gars.